Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de We Love Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce tout dernier épisode de l'année de We Love Mobility, je reçois Anne-Lise Geffroy, fraîchement diplômée du MBA en mobilité internationale de l'Institut Magellan. Au programme de cet épisode, l'importance de la compliance, notamment dans le cadre du télétravail à l'international, la mobilité internationale, élément stratégique pour l'entreprise, au service du talent development et du comp and ben, et l'importance de l'accompagnement au multiculturel pour les collaborateurs en mobilité. Salut Anne-Lise. Salut Caro. C'est un plaisir de t'accueillir dans ce tout dernier épisode de l'année de We Love Mobility. Merci pour ton accueil. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc, je suis Anne-Lise Geffroy. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en ressources humaines pures, avec une orientation mobilité internationale et avantages sociaux. Et je suis toute jeune diplômée du MBA de l'Institut Magellan en mobilité internationale. Félicitations Anne-Lise. Alors, tu es toute jeune diplômée, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette année de préparation ? Oui, volontiers. L'année de MBA au sein de l'Institut Magellan est une année qui commence du mois d'octobre et se finit au mois d'octobre avec les présentations des thèses professionnelles. Ça a été 4 mois de cours initiaux en période initiale pour après enchaîner avec des périodes professionnelles et des voyages à l'international entre New York et Singapour. Et l'année a été dense, l'année a été enrichissante en termes de contenu professionnel, en termes de contenu technique, mais également en termes de rencontres professionnelles. Autant entre les étudiants, mais également des intervenants professionnels qui sont venus nous faire cours, qui sont uniquement des praticiens de la mobilité internationale au sein d'entreprises, de grands groupes, et experts dans leur domaine à chaque intervention. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir connaître l'ensemble des piliers qui constituent la mobilité internationale de façon précise et au goût du jour, notamment sur les pratiques professionnelles pratiquées actuellement dans l'entreprise. Et du coup, ça donne un panel d'expertise différentes qui permet par la suite de choisir un petit peu ce que tu préfères. Je le vois plus comme la création d'une boîte à outils qui se complètent les uns les autres. Effectivement, avoir une expertise sur un pilier, c'est un plus, mais il faut aussi comprendre l'impact qu'on peut avoir sur les autres piliers. Ouais, je comprends. Effectivement, j'ai du mal actuellement à dissocier les piliers au sein d'un poste de mobilité internationale, puisqu'effectivement, on peut avoir une prédominance plus pour l'un que pour l'autre avec une expertise, mais il faut aussi connaître les uns les autres. Connaître la base et le fonctionnement général, parce qu'effectivement, c'est une agrégation d'expertise. C'est ça, parce que une définition de résidence fiscale va avoir un impact notamment aussi sur les contributions sociales, etc. Donc c'est des choses qui sont importantes de comprendre les uns les autres. Ou un titre de résident peut avoir aussi un impact sur d'autres domaines de la mobilité internationale. Donc c'est vrai qu'il faut comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants de chaque pilier de la mobilité internationale. Donc je le vois plus dans ce sens-là. Après, effectivement, on peut avoir une attirance plus pour un domaine de la mobilité internationale que pour d'autres. Ouais, je comprends. Ensemble, on va parler des grandes tendances dans la mobilité internationale, d'autant plus que là, tu viens de finir ce MBA qui t'a donné plein de nouveaux éléments. Une des grandes tendances post-Covid, et dont on a parlé tout à l'heure, que tu as pu constater, c'est la compliance. Alors moi, ça me parle énormément. Les salariés en mobilité internationale sont repartis dans leur pays, tu m'expliquais, globalement en Europe, pendant le Covid. Comment ça s'est passé concrètement ? Quelles ont été les problématiques qui ont été soulevées par rapport à ça ? La première problématique pendant la crise du Covid a été d'abord d'identifier où les personnes étaient parties. Est-ce que c'était un départ temporaire ou permanent ? Les actions n'étaient pas les mêmes à mettre en place par la suite. Afin de gérer ces situations, il était important de créer une gouvernance. Dans une entreprise, la gouvernance permet de définir les critères notamment d'éligibilité, les décisions, d'assurer les décisions et de respecter justement des normes de compliance interne, mais également de compliance externe. Donc cette crise en fait a mis en exergue justement les possibilités de mobilité internationale au sein des entreprises, puisqu'effectivement les grands groupes type Google, Spotify en ont fait une
marque employeur, de se dire une force d'attraction, de dire venez chez nous, vous pouvez aller travailler à l'international, n'importe où, etc. On s'est tous rendu compte que ce n'était pas aussi simple et qu'il fallait respecter des compliances, notamment en France, en termes de protection sociale, mais également de risques fiscaux pour l'entreprise, etc. Donc voilà, ça a été de mettre une structure de gestion de la mobilité internationale ou en tout cas des nouvelles formes de mobilité internationale en fait. Pour ça, donc des gouvernances peuvent être mises en place, mais également la création des postes de risk management pour justement définir quelles sont les limites de la compliance et avoir la décision finale en termes de gestion de la politique d'une mobilité internationale ou de n'importe quelle politique en fait au sein d'une entreprise. Ce sont des postes qui n'existaient pas ou peu avant la crise Covid et qui se développent énormément en interne, comme notamment les postes aussi d'auditeurs internes par la suite quand les politiques sont mises en place pour justement vérifier le contrôle en fait des politiques mises en place. Donc justement apporter un soutien aux mises en place des politiques en interne et de gestion de la compliance. D'accord, donc il y a une vraie prise de conscience des entreprises, qu'il y avait un manque finalement, qu'il y avait quelque chose à créer. La structuration de la gouvernance ou d'une politique pour, sinon, traquer, alerter, en tout cas, le plus en amont possible, les équipes, les managers et les équipes opérationnelles. Parce qu'à partir du moment où une gouvernance est mise en place, on peut aller voir le business ou les managers en leur disant « Voilà notre framework, voilà notre façon de voir les choses et les situations, voilà ce que l'on est capable d'accepter ou pas, quelles sont nos limites. » Et effectivement, d'aller alerter donc les managers dans leur gestion quotidienne, mais également par la suite aussi de revenir vers un collaborateur qui fait une demande particulière et de dire, voilà, notre politique et nos guides sont là, on peut aller jusqu'à ce point de décision, et pourquoi, s'il y a besoin de justifier, ou de faire des exceptions également par la suite. Mais effectivement, d'alerter en termes de l'ensemble des piliers, comme je rappelais tout à l'heure, de la mobilité internationale, que ce soit sur la partie fiscale, sécurité sociale, immigration, contrat de travail, etc. C'est tout un ensemble, en fait. Ce n'est pas juste « je choisis d'aller habiter en Europe et je travaille depuis là parce que je suis européen ». Ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, une méconnaissance, en tous les cas, de la part d'un collaborateur qui part, mais ce qui est complètement normal, parce que c'est pas son métier. Non, c'était moins commun avant aussi, de pouvoir s'établir à l'étranger et de travailler en remote. Alors, une autre tendance dont on a parlé, c'est l'évolution de la fonction de la mobilité internationale, qui se met de plus en plus au service du talent development. Et l'AMI, selon toi, est en train de se positionner en transverse entre le talent management, talent development et le comp and ben. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Alors, je ne sais pas si c'est en train de se mettre de façon très marquée, mais c'est une tendance qui commence à prendre le pas. Et j'espère que ça va prendre le pas dans les années à venir, dans le sens où, jusqu'à présent, les postes de mobilité internationale étaient plutôt vus comme des postes transactionnels, c'est-à-dire de support administratif au service d'équipes de comp and ben qui répondent en fait à des guidelines de rémunération, de protection sociale et d'avantages sociaux. Désormais, on voit tous dans nos entreprises le développement de talent management avec des politiques de développement des compétences en interne, avec des career paths, notamment à l'international, qu'il faut accompagner. On n'accompagne pas un early bird de la même façon qu'un IPO, ou encore on n'accueille pas un recrutement international de la même façon avec les mêmes supports. Donc en fait, il faut que les équipes de mobilité internationale accompagnent justement ce career path d'un point de vue package, d'un point de vue innovation, en fait, pour amener justement à développer et à retenir ou attirer ses collaborateurs, tout en gardant la partie compliance de rémunération et d'avantages sociaux. Donc c'est vraiment pour moi un véhicule entre le comp and ben et justement le talent management. Alors, il y a un autre sujet que tu as souhaité aborder qui est peut-être pas suffisamment pris en compte dans les entreprises, c'est la partie multiculturelle dans l'accompagnement des collaborateurs en mobilité, que ce soit vers la France ou l'étranger. Est-ce que tu dirais que les équipes en charge de la MI ne sont pas suffisamment sensibilisées sur le sujet ? Alors, je pense que c'est un point essentiel, la notion multiculturelle. Quand on travaille déjà dans une entreprise internationale, on a une vocation à être ouvert à l'international, peu importe quel poste on occupe. Après, quand on occupe un poste de mobilité internationale, on doit avoir un minimum d'appétence
pour l'international et les différences culturelles, ou en tout cas être ouvert aux cultures autres que la sienne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est compétent pour comprendre l'ensemble des cultures des uns et des autres. Je pense qu'effectivement, on a besoin de développer nos compétences multiculturelles en tant que chargé de mobilité internationale afin de pouvoir mieux accompagner nos expatriés, mais également nos impatriés. On oublie en fait assez souvent nos impatriés. On a souvent des focus expatriés, mais les expatriés des autres entités sont nos impatriés. Oui. Donc il ne faut pas oublier. Mais en tant qu'EMI, on ne travaille pas tout seul, on travaille aussi avec nos représentants locaux. Et il faut aussi comprendre comment ils travaillent, quelles sont leurs cultures pour justement amener des synergies et mieux accompagner justement notre public qui sont les expatriés et les impatriés. Quand on a dit ça, après, il y a également la partie multiculturelle de nos expatriés et de nos impatriés qui est important à prendre en compte dans le sens où on va peut-être plus penser à accompagner nos expatriés en termes de multiculturel quand ils partent à l'étranger, mais il ne faut pas l'oublier pour autant. Avoir un vrai programme, que ce soit pour le collaborateur, mais également pour la famille, même si on va dans un pays qu'on pense connaître, même si c'est proche, c'est un pays européen, on n'a pas forcément la même culture, mais également pour nos impatriés qui viennent en France. C'est important de comprendre la culture française, la langue, ça passe également par la langue, mais également tout ce qui est la partie administration, il ne faut pas oublier ce point. Et vraiment, le dernier point, c'est le retour d'expatriation sur le côté multiculturel, dans le sens où, cas très simple, on envoie un Français pendant 3-4 ans, je sais pas moi, aux États-Unis, il revient, exemple post-Covid, beaucoup de choses se sont digitalisées depuis cette période-là. On a eu également le prélèvement à la source, entre-temps qui s'est mis en place. Ils reviennent en France, c'est un choc culturel dans le premier point administratif. Donc il faut aussi les accompagner et pas oublier, c'est pas parce qu'ils connaissent le pays, qu'ils connaissent la langue, qu'ils ont des bases culturelles que les choses n'ont pas changé. Ils ont pu avoir des enfants aussi à l'étranger qui ne connaissent pas la France. C'est des points importants en fait. Pour moi, c'est le multiculturel dans toutes ses dimensions. Tout à fait. Il faut prendre en compte. C'est hyper important. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Quel conseil tu donnerais à un jeune diplômé en mobilité internationale qui prend un poste, un peu comme toi, sachant que toi, tu avais une expérience quand même avant en MI? Le premier conseil que je donnerais, c'est ce que j'applique toujours, même encore maintenant, c'est être curieux, se poser des questions, se remettre en question constamment. L'ensemble des volets de la mobilité internationale évolue tout le temps par des règlements légaux, par justement la dimension culturelle qui évolue. Ça impacte des personnes. Donc il faut être curieux en termes de connaissances théoriques, d'aller chercher des informations sur des sites, d'être curieux en termes et de créer son réseau digital, que ce soit via LinkedIn, de s'inscrire à des newsletters, d'aller à des webinars, mais également de créer aussi son réseau personnel, de rencontrer des gens, que ce soit des professionnels de l'AMI, que ce soit également par des prestataires avec lesquels on travaille ou également les administrations avec lesquelles on travaille. Elles sont toujours ouvertes à expliquer certains points, parce que justement, expliquer leur métier nous permet également de leur simplifier aussi certains dossiers. Et c'est par les administrations qu'on peut aussi apprendre les premières bases de son métier administratif, en fait. Et c'est comme ça qu'on va entrer dans un réseau de connaissances et après développer sur ces points-là et de réflexes qui vont se faire. Et après, c'est tout un maillage qui se crée et ça s'entretient. Le terrain est important pour toi. Tu l'as fait d'ailleurs? Oui. Tu t'es allé voir sur les terrains, t'es allé en rendez-vous préfecture, j'imagine. Oh oui. Mais ça, j'ai vécu. C'est la meilleure façon d'apprendre et de voir un peu la réalité de ce qui se passe. Exemple, il y a des années, d'avoir accompagné un Américain à la préfecture de Paris pour obtenir un récépissé, d'être arrivé à 6h du matin au centre de récépissé pour un centre qui ouvrait à 9h du matin et attendre avec lui dans la ligne d'attente jusqu'à 9h pour avoir le dernier ticket d'entrée. Et nous sommes passés effectivement qu'à 17h le soir. Mais c'est quelque chose de vécu, de comprendre ce que c'est que d'être étranger, de pouvoir par la suite mieux orienter mes autres collaborateurs et alerter sur ce que c'était, sur l'ambiance qu'il y a autour aussi et les tips à savoir ou à éviter. Ouais. Ça, il faut vivre avec eux
certaines expériences pour comprendre tout ça. Ouais, et être beaucoup plus sensible et empathique sur certaines situations. Et anticiper d'autres situations par la suite. C'est hyper important en fait. Demander du feedback aux expatriés, impatriés qui reviennent pour connaître les points d'amélioration, connaître leur vécu. On peut pas se mettre dans leurs chaussures au quotidien, mais si on n'a pas leur feedback, on peut pas anticiper, on peut pas les accompagner au mieux. Notre quotidien, pour nous, certaines choses semblent tout à fait normales, alors qu'au final, des choses anodines peuvent prendre une ampleur importante pour eux et peut avoir une répercussion après sur leur travail au quotidien. Tout à fait, ouais. Donc là, on parle après d'impact d'attraction, de rétention, d'engagement. Et au final, l'AMI est là pour ça aussi. On n'est pas là que pour la partie formalité. Voilà, formalité ou accompagnement du mouvement. L'accompagnement du mouvement ne s'arrête pas au moment où la personne arrive sur le sol français ou étranger. Très bien, merci. Comment tu vois la mobilité internationale dans 20 ans ? La mobilité internationale, je la vois plus comme un élément stratégique, dans le sens où les entreprises se développent à l'international. On a de plus en plus de mouvements internationaux, que ce soit inbound, outbound. Il faut que la mobilité internationale puisse accompagner la stratégie, le développement du business à l'international, mais également accueillir en France les internationaux pour justement que le business puisse se développer de façon sereine et de façon compliance et ne pas mettre non plus l'entreprise à risque. Pour moi, la mobilité internationale est un élément qui devrait devenir stratégique tout en restant un véhicule entre le talent management et le comp and ben. Donc plus seulement des fonctions support, mais un rôle beaucoup plus stratégique pour l'entreprise. Oui, je le vois dans ce sens-là. On le voit quand on en parle dans la partie multiculturelle, c'est ce qu'on a dit. Si une personne ne se sent pas bien, ou si on n'a pas amené les bons éléments pour que la personne se sente à l'aise, sereine, la productivité de la personne ne sera pas là non plus. Il faut aussi parler des choses clairement. Et s'il n'y a pas un retour sur investissement, on a une problématique business. Donc voilà, on parle d'humain, tout est lié. Mais en même temps, l'humain a un mouvement international pour ce biais-là aussi, pour un développement du business. Tout à fait. Donc pour moi, c'est important effectivement qu'on devienne un acteur stratégique du développement d'une politique RH. Très bien. Et dernière question, Anne-Lise. Est-ce qu'il y a des personnes dans notre industrie de la AMI qui t'inspirent ou qui ont marqué ton parcours ? Oui. La première personne qui m'a marquée, ça a été pendant mon parcours au sein du MBA. C'est ma rencontre avec Isabelle Desmith. C'est une personne qui m'inspire dans le sens où elle se remet constamment en question. Elle innove, elle connaît son métier sur le bout des doigts, ce que c'est qu'un expatrié. Et elle a le goût de transmettre ses compétences, son amour du métier, d'une façon simple et de nous embarquer dans l'aventure. Ça a été une rencontre marquante pour moi. La deuxième personne est Maude Gauthier-Jarjaval en termes de management et d'accompagnement de techniques de travail et de gestion justement des fondements d'une mobilité internationale, a pu m'accompagner, a pu me développer et a pu m'apprendre en fait des façons de voir différentes et de me remettre en question constamment. Et la troisième, c'est Ludivine Clément Ravon, responsable pédagogique. Je la connais bien aussi. Responsable pédagogique du MBA, qui a été constamment là, présente, et qui déborde d'amour pour la mobilité internationale et qui est inspirante pour ça, en fait. Et effectivement, elle rend facile la mobilité internationale, la compréhension de la mobilité internationale, pour moi. C'est une passionnée, comme Isabelle, d'ailleurs. Oui, complètement. Complètement. Pour conclure, voilà les choses à retenir de cet échange. Depuis le Covid, le télétravail en Europe et à l'international s'est généralisé, et pour toi, il est primordial que les entreprises mettent en place des gouvernances pour assurer la compliance et son contrôle et limiter les risques. Plus que jamais, l'AMI a un rôle stratégique à jouer et doit se mettre au service du talent development et du comp and ben. Et enfin, pour toi, Anne-Lise, le multiculturel est bien trop peu pris en compte par les entreprises qui envoient ou reçoivent des collaborateurs en mobilité internationale, et c'est un levier important d'attractivité et de fidélisation. Merci mille fois, Anne-Lise, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous pour votre accueil, surtout.
C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.